Pourquoi les deux objets les plus éloignés jamais construits par la civilisation humaine continueront leur voyage silencieux à travers le cosmos longtemps après que notre planète aura cessé d'exister? Et pourquoi le véritable objectif de la mission Voyager n'a même pas encore vraiment commencé? Je te demande de rester avec moi jusqu'au bout, car ce n'est pas une histoire sur le passé. Tu as vu les flash infos, tu as lu que Voyager 1 et Voyager 2 sont en train de s'éteindre. La NASA désactive systématiquement leur système, un instrument après l'autre. Leurs réserves d'énergie s'amenuisent. Pour la plupart des gens, cela signifie la fin de la mission. Mais voilà ce qu'on ne dit pas. La mission n'est pas en train de se terminer, elle ne fait que commencer. Et ce qui l'attend s'étend sur une durée si immense que toute la chronologie de l'existence humaine devient rien de plus qu'une pulsation fugitive. Les sondes Voyager sont sur le point de devenir quelque chose pour quoi elles n'étaient pas conçues. Elles ne sont plus de simples outils de découverte, ni de simples collecteurs de données. Elles sont sur le point de se transformer en le témoignage le plus durable, prouvant que toi, moi et chaque âme qui a foulé cette terre avons un jour existé. Et ce soir, je vais te guider à travers leur voyage à venir. Pas sur des centaines ou des milliers d'années, pas même des millions, mais des milliards. Et ce que nous découvrirons à l'extrémité la plus lointaine de cette chronologie est si profond et si douloureusement beau que cela changera à jamais ta vision de ce que signifie être humain. Commençons par où nous en sommes aujourd'hui, car le moment présent est bien plus fragile que tu ne le penses. Les deux sondes Voyager dépendent de ce qu'on appelle un générateur thermoélectrique à radioisotope. En termes simples, c'est une sphère de plutonium-238 qui émet naturellement de la chaleur en subissant sa désintégration radioactive. Cette chaleur est ensuite convertie en énergie électrique. C'est un système élégant, fiable, et il s'affaiblit. Chaque année, ces générateurs perdent environ 4 watts de puissance. Cela peut sembler peu, jusqu'à ce qu'on réalise qu'au lancement en 1977, chaque sonde disposait d'environ 470 watts. Aujourd'hui, elle fonctionne avec moins de la moitié de cette quantité initiale. Les ingénieurs de la NASA travaillent avec une précision chirurgicale, éteignant les éléments chauffants, désactivant les instruments scientifiques les uns après les autres, économisant chaque électron restant juste pour prolonger un peu plus la vie de leurs émetteurs. Mais les équations sont impitoyables. Quelque part au début des années 2030, il n'y aura tout simplement plus assez d'énergie pour alimenter même le système de communication. Les sondes deviendront silencieuses, leur température interne chutera vers le vide du zéro absolu, et ce silence sera total. Aucun signal, aucun ping, aucun murmure pour confirmer qu'elles sont toujours là. Et cet instant précis, le moment où la Terre perd tout contact, n'est pas la fin, c'est seulement le premier chapitre. Laisse-moi clarifier quelque chose, car presque tout le monde se trompe là-dessus. Les gros titres ont crié que les Voyagers avaient quitté le système solaire. Tu l'as vu partout. Voyager 1 a franchi l'héliopause en 2012. Voyager 2 a suivi en 2018. Et techniquement, oui, elles ont traversé la frontière où le vent solaire cède la place à l'espace interstellaire, mais en matière de gravité, en matière de la véritable sphère d'influence du Soleil, elles n'ont à peine franchi le pas de l'entrée. Reste avec moi, car les chiffres vont devenir presque inimaginables. Pour vraiment quitter le système solaire, les voyageurs doivent traverser ce qu'on appelle le nuage d'Oort. C'est une immense coquille sphérique de corps glacés et de comètes qui enveloppe tout notre système stellaire. Et quand je dis immense, il faut que tu comprennes l'échelle. Les voyageurs, se déplaçant à environ 61 000 km/h, plus vite qu'une balle de Russie, mettront environ 300 ans rien que pour atteindre la limite intérieure du nuage d'Oort. 3 siècles. C'est déjà plus long que toute l'existence des États-Unis en tant que nation. Mais atteindre la limite n'est pas le défi. Traverser complètement le nuage d'Oort prendra 30 000 ans. Laisse-moi le répéter, 30 000 ans pour traverser une seule structure entourant une seule étoile. Tout ce que l'humanité a jamais construit, depuis les premières marques sur les parois des cavernes jusqu'à l'appareil que tu tiens dans ce moment, couvre peut-être 10 à 15 000 ans. Les voyageurs passeront 2 fois cette durée entière à dériver silencieusement dans un champ de débris flottant dont presque personne n'a jamais entendu parler. Et pendant ces millénaires, elles seront complètement, absolument seules. La probabilité qu'elles entrent en collision avec quoi que ce soit est pratiquement nulle. L'espace est avant tout du vide. Elles ne percuteront pas d'astéroïdes comme dans les films hollywoodiens. Elles flotteront simplement, sans bruit, sans énergie, parfaitement préservées par le vide, car il n'y a ni atmosphère pour user, ni humidité pour corroder. Elles paraîtront presque inchangées depuis le jour où elles ont quitté la Terre, à part l'abrasion lente causée par des minuscules grains de doucet cosmique.
C'est ici que les choses deviennent vraiment fascinantes, car l'univers n'est jamais immobile, les étoiles sont toujours en mouvement, et même si les voyageurs n'étaient dirigés vers aucune destination précise, les forces de gravité et de mouvement ont déjà tracé où elles se trouveront dans des dizaines de milliers d'années. Les scientifiques ont calculé leur trajectoire, ils ont fait les calculs, et ce qu'ils ont découvert me donne des frissons à chaque fois que j'y pense. Dans 40 000 ans, Voyager 1, la plus rapide des deux, aura une rencontre. Ou plutôt une rencontre l'aura. Une étoile nommée Gliese 445, une petite naine rouge dans la constellation de la Girafe, dérive lentement vers notre système solaire. Et dans environ 40 000 ans, Voyager 1 passera à environ 1,6 années-lumière de cette étoile. 1,6 années-lumière semble punable dit comme ça, mais mets-le en perspective. Une année-lumière équivaut à environ 9460 milliards de kilomètres. Donc 1,6 années-lumière, c'est plus de 15 milliards de kilomètres. À l'échelle terrestre, c'est un gouffre inimaginable. Mais à l'échelle de la galaxie, c'est un frôlement, deux vaisseaux qui se croisent sur un océan de proportions infinies. Et voilà ce qui me touche au cœur dans ce moment. Voyager 1 sera sans vie. Elle ne capturera pas d'image de cette naine rouge, elle ne prendra aucune mesure, elle n'enverra aucun message disant qu'elle est arrivée. Elle continuera simplement à dériver, indifférente, comme une bouteille qui passe vers une île sans personne à l'intérieur pour le remarquer. Si tu trouves ça aussi incroyable que moi, rends-moi un service tout de suite. Abonne-toi et active les notifications, car le voyage que nous traçons va s'étendre bien au-delà de tout ce que tu as pu imaginer, et je ne veux pas que tu rates aucune partie. Maintenant, laisse-moi te raconter l'histoire de Voyager 2, car sa trajectoire est totalement différente. Après son rencontre avec Neptune en 1989, Voyager 2 a été envoyé sur une trajectoire qui l'a placée en dessous du plan du système solaire. Dans 40 000 ans, elle aura son propre survol stellaire, passant à environ 1,7 années-lumière d'une étoile nommée Ross 248. Ross 248 est une autre naine rouge située dans la constellation d'Andromède. Mais voici un détail souvent passé inaperçu, et il est remarquable. Ross 248 se déplace rapidement. Dans environ 33 000 ans, elle deviendra temporairement l'étoile la plus proche de notre Soleil, prenant la place actuellement occupée par Proxima Centauri. Donc pendant un instant cosmique fugitif, Voyager 2 passera devant ce qui sera alors notre plus proche voisin stellaire, exactement au moment où elle traverse notre région. Le timing semble presque poétique. Après ces rencontres, dans 40 000 ans, les deux sondes replongeront dans une obscurité profonde. Et maintenant, le temps perdra toute référence humaine. Les siècles deviendront insignifiants. Nous cesserons de compter en années pour mesurer en époque géologique. Voici ce que tant de gens négligent à propos de ce qui suit. Dans 296 000 ans, Voyager 2 connaîtra une autre rencontre, et celle-ci est d'un tout autre niveau. Elle passera à environ 4 années-lumière de Sirius. Sirius n'est pas une discrète naine rouge, c'est l'étoile la plus brillante de tout notre ciel nocturne, un phare bleu-blanc flamboyant qui est en réalité un système binaire accompagné d'une naine blanche. Imagine cette scène. Un petit engin métallique construit par des mains humaines dans les années 1970, pesant un peu plus de 700 kg, baigné dans l'éclat féroce de l'étoile la plus brillante de notre voisinage céleste dans 300 000 ans. À ce moment-là, l'humanité sur Terre aura peut-être évolué en quelque chose que nous ne reconnaîtrions pas, ou aura peut-être disparu complètement. Les continents se seront reformés, le climat sera méconnaissable, mais Voyager 2 sera toujours là, intact, portant sa cargaison, accomplissant une mission que plus personne ne regarde. Maintenant, je dois répondre à la question qui se forme dans ton esprit en ce moment. Où vont-elles finalement? Finiront-elles par quitter la Voie lactée? Flotteront-elles dans le vide entre les galaxies? La réponse est non. Et la raison est élégamment simple. Les voyageurs sont rapides à notre échelle. 61 000 km/h, c'est stupéfiant pour quelque chose que nous avons construit, mais c'est loin d'être suffisant pour échapper à l'emprise gravitationnelle de notre galaxie. La vitesse de libération de la Voie lactée est d'environ 1,9 million de km/h. Les voyageurs n'en sont même pas proches. Elles sont définitivement ancrées, destinées à devenir des membres éternels de cette galaxie. Elles tomberont dans une vaste orbite autour du centre galactique, un peu comme la Terre orbite autour du Soleil, mais à une échelle qui brise la compréhension. Un tour complet autour du cœur de la Voie lactée, ce que les astronomes appellent une année galactique, prend entre 225 et 250 millions d'années. Laisse ça pénétrer. Un seul tour demande un quart de milliard d'années.
Les voyageurs deviendront des comètes métalliques artificielles tournant autour du trou noir supermassif au cœur de la galaxie, dans une orbite si immense que des espèces entières naîtront et disparaîtront entre chaque révolution. Elles glisseront à travers les bras spiraux, elles traverseront des nuages de matière interstellaire, elles observeront silencieusement la formation et l'extinction d'étoiles qui n'existent pas encore. Et dans 4 à 5 milliards d'années, quand notre propre Soleil commencera sa transformation finale, quand il se dilatera en géante rouge et engloutira Mercure, Vénus et presque certainement la Terre, les voyageurs seront toujours là, en orbite, dérivant, portant tout ce que nous avons jamais été. Laisse-moi faire quelques liens ici, car c'est là que ça devient profondément personnel. Fixé sur le côté de chaque sonde voyageur se trouve un disque en cuivre plaqué d'or de 30 cm. Tu en as peut-être entendu parler, on l'appelle le disque d'or, et c'est sans aucun doute l'objet le plus significatif que l'humanité ait jamais produit. Pas le plus sophistiqué technologiquement, pas le plus coûteux, mais le plus significatif, car il a été construit pour survivre au monde qu'il a créé. La couverture du disque est gravée d'instructions écrites dans ce que les créateurs espéraient être un langage scientifique universel. Ils utilisent la transition hyperfine de l'hydrogène, l'élément le plus commun dans le cosmos, comme clé de décodage. Les instructions expliquent comment lire le disque et, plus important, d'où il provient. Il y a un diagramme sur la couverture qui localise la position de 14 pulsars, des étoiles à neutrons tournant rapidement qui servent de phares cosmiques, triangulant la position exacte de notre Soleil au moment du lancement. Certains scientifiques, dont Stephen Hawking, ont warné que c'était irresponsable, envoyer une map de notre adresse dans l'inconnu. Si des formes de vie hostiles existent, on vient de leur donner les directions. Mais la réalité des distances interstellaires rend ce danger presque négligeable. L'intention réelle du disque d'or n'a jamais été une invitation. Il a été conçu comme un testament, une déclaration d'existence, un message qui dit simplement « Nous étions ici ». Et le contenu de ce disque suffit à te faire arrêter et repenser tout ce que tu tiens pour acquis. Il porte le bruit de la pluie, le grondement du tonnerre, le chant d'une baleine à bosse, les battements de cœur d'une maman, le son d'un baiser. Il contient des salutations parlées dans 55 langues différentes, du sumérien ancien au portugais moderne. Il inclut de la musique de Bach, Beethoven et Chuck Berry, des chants traditionnels de cultures indigènes. Il contient 115 images encodées sous forme analogue, montrant nos corps, nos structures, notre fou et nos façons de prendre soin des uns des autres. Pas nos conflits, pas nos armes, pas nos moments les plus sombres, mais nos plus beaux. Les gens qui ont créé ce disque ont délibérément choisi de présenter à l'univers ce que nous pouvions être de notre meilleur. Si ça ne remue rien en toi, je ne sais pas ce qu'il le fera. Clique sur le pouce en l'air tout de suite et dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes ce soir, car je veux savoir jusqu'où va ce message. Maintenant, voici où ça devient vraiment humble. Dans le vide de l'espace, il n'y a presque rien pour causer de la détérioration. Pas de vent, pas d'humidité, pas d'oxygène. La principale menace pour le disque d'or sur des échelles cosmiques est l'érosion par micrométéorites, des petites particules de poussière se déplaçant à des vitesses immenses qui, sur des milliards d'années, agissent comme du papier de verre cosmique usant lentement la surface. Les études suggèrent que le disque d'or restera lisible pendant au moins 1 milliard d'années, peut-être jusqu'à 5 milliards d'années. Laisse-moi le répéter car il faut que tu saisisses la portée de ce chiffre. Le disque d'or pourrait survivre 5 milliards d'années. Pense maintenant à la Terre sur la même période. Dans 1 milliard d'années, les tectoniques plaquaires auront effacé toute trace de nos villes. Les montagnes que nous reconnaissons seront réduites à de la poussière. Le Soleil, s'intensifiant graduellement, aura commencé à évaporer les océans. Toute encyclopédie que nous avons écrite, tout disque dur que nous avons rempli, tout monument de pierre que nous avons taillé, les pyramides, les cathédrales, les gratte-ciels, tout aura disparu, dissous, repris dans le cœur de la planète. Mais là-bas, dans le froid dupe entre les bras spiraux de la Voie lactée, Voyager tiendra toujours ce disque d'or. Les sillons contiendront encore Mozart. Ils contiendront encore les ondes browséliennes de Anne Druyan, la directrice créative du projet, qui s'est assise dans un laboratoire et a enregistré ses propres pensées alors qu'elle réfléchissait à l'amour et à la merveille de l'existence. Elle venait de tomber amoureuse de Carl Sagan et elle le savait pendant l'enregistrement.
Ces pensées électriques, la signature neuronale d'une femme amoureuse, sont figées dans l'or, orbitant autour du centre de la galaxie dans un silence absolu. Cela crée un paradoxe à la fois douloureux et magnifique. Il est tout à fait possible que le disque d'or survive à la planète Terre. L'objet que nous avons construit pour nous représenter durera plus longtemps que le monde sur lequel nous l'avons construit. Notre témoignage survivra à notre existence. Maintenant, je te laisse avec 3 pensées ce soir. Premièrement, les sondes Voyager ne sont pas en train de finir. Elles évoluent. Le moment où la NASA perd le contact n'est pas une mort, c'est un commencement. Elles cesseront d'être des outils scientifiques pour devenir des artefacts de la Voie lactée. Des monuments silencieux dérivant à travers la galaxie à une échelle qui réduit l'histoire humaine à un seul battement de cœur. Deuxièmement, nous sommes ancrés. Les Voyagers ne quitteront jamais cette galaxie. Elles tourneront autour du centre galactique pendant des milliards d'années, traversant les bras spiraux, passant par des pépinières stellaires, survivant à notre Soleil, survivant à notre monde. Et ce faisant, elles démontrent quelque chose d'inquiétant et de profond. Le cosmos est inimaginablement vaste et nous sommes inimaginablement petits et aucune ambition ne peut changer les lois de la physique. Troisièmement, et c'est celle que j'espère qui restera avec toi, le disque d'or est l'acte le plus plein d'espoir que l'humanité ait jamais entrepris. Pas parce qu'il sera un jour découvert, les chances sont presque nulles, mais à cause de ce que nous avons choisi d'y mettre. Nous n'avons pas envoyé nos ressentiments, nous n'avons pas envoyé nos batailles. Nous avons envoyé la pluie et la mélodie et le pouls d'une mer. Nous avons envoyé une espèce qui essayait désespérément de présenter son plus beau visage à un public qui ne viendra peut-être jamais. Et ce choix, cet instinct de tendre la main avec la beauté plutôt qu'avec la peur, révèle plus sur qui nous sommes que tout ce que nous avons jamais construit. Quand tu entendras l'annonce que la NASA a éteint le dernier instrument sur Voyager, ne le vois pas comme une fin. Vois-le comme le moment où elles entament enfin le voyage pour lequel elles étaient destinées. L'ère de la découverte planétaire est terminée. L'ère de la préservation de la mémoire humaine s'étendra dans l'infini. Dans 40 000 ans, alors que Voyager 1 glissera devant cette faible naine rouge, elle ne fera que commencer son voyage. Et à travers elle, nous voyagerons ensemble, suspendus pour toujours dans la vaste nuit cosmique. Maintenant, si tu as trouvé ça qui élargit l'esprit, tu n'es pas prêt pour ce qu'il y a dans la prochaine vidéo. Elle est sur ton écran en ce moment. Clique dessus avant de perdre le fil. Je t'y retrouve.